chapeau et le campement. Ok, c'est là-bas, je vois. Je me casse. Bon, faut que je vous raconte. Je me présente, je m'appelle Seb et je fais des vidéos sur internet. J'ai 22 ans. J'ai une gueule de con. Hey! Il y a quelques temps, j'ai demandé sur Twitter si je ferais un bon aventurier. Et globalement, vous m'avez répondu. Alors ça m'a beaucoup, mais beaucoup vexé. Parce que c'était un rêve de gosse pour moi. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé les histoires d'explorateurs et d'aventuriers. Et le seul problème, c'est que j'aime, mais regardez par contre. Vraiment. Et justement, je me suis lancé ce défi un peu fou, devenir aventurier. J'ai décidé de partir en expédition au fin fond de la jungle en Papouasie, pour me prouver que j'en étais capable. Bon, le problème c'est que la Papouasie, j'y connais pas grand chose, à part les quelques clichés du genre, tribus cannibales et animaux flippants. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que là-bas, il existe des coins encore inexplorés. Oui. Bon, après, je me demande aussi comment on fait pour survivre dans la jungle. Je veux dire, en termes d'expérience, j'ai déjà fait du camping. Voilà. Alors, j'ai pas vraiment de problème avec les animaux en général, mais il y a des limites. Ah, j'ai un frisson. Et quand j'ai rencontré l'équipe, j'étais trop intimidé pour leur dire. Tu verras quand il y aura les sangsues qui tomberont dessus aussi. Yes, j'ai hâte. Évidemment, je ne pars pas tout seul. Je suis accompagné de mecs qui s'y connaissent bien. Genre, vraiment bien. En même temps, j'ai pas envie de crever. Reprenons. Lui, c'est Bruno, c'est le chef d'expédition. Il est spéléologue et habitué à explorer les coins les plus isolés. Et ça tombe bien, c'est là où on va. Il n'y a aucun sentier. Hein. Oh là là. Là, on est vraiment en exploration. Lui, c'est Christophe. Il est ornithologue. Et pour lui, la Papouasie, c'est synonyme de terre promise. C'est complètement étonnant de voir un kangourou dans un arbre déjà, pour commencer. Et enfin lui, c'est Julien, notre guide. Il connaît la Papouasie par cœur et il parle la langue locale. Ce qui sera bien utile. Les gars, réaction, il a une couscous. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Et qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas trop. Ça va globalement, je suis pas stressé, je suis pas angoissé. Ok les gars, il y a un truc qui marche. Ah, j'ai un frisson. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Écoute, je vais méditer, je vais dormir, et ça va être charmé. Bon, on est à la veille du départ. Méchant. J'ai oublié qu'on est à la télé, parce que chambé, c'est un petit peu trop internet. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais une chose est sûre, ça va être une vraie aventure. Bon, là, je vais faire mon sac. Drap de sac, très important. J'en sais rien, en vrai, on m'a pris ça. Mais... Caleçon, chaussettes, des crocs. C'est uniquement pour le style, hein. Chemise d'aventurier. Je vous explique pas ce que c'est. Je crois que je prends trop d'objets, là. J'ai oublié le plus important, le chapeau d'aventurier. Si tu veux être un aventurier, faut que tu ressembles à un aventurier. Ah. Tac. Bonjour, je m'appelle Sébastien, Saya Sebastian. créateur de contenu sur le web. Content di web. Pembuat Content di web. À peine arrivé à Sorong, en Papouasie, je retrouve Julien, notre guide. Enchanté, Seb. Ouais. Bon. Évidemment, ici, personne ne me connaît. Et pourtant, dès mon arrivée, des gens me prennent en photo. Alors je comprends pas vraiment pourquoi, jusqu'à ce que j'entende. Parce que t'étais Justin Bieber, j'ai vu que t'étais Justin Bieber. Ah ouais. Tu crois que je suis une méga star? Bah ouais, c'est pour ça. On va aller prendre le petit déj à l'hôtel. Après presque 40 heures de voyage, on est enfin arrivé. Il y a plein de choses que je sais pas. Et c'est trop stressant parce que je suis quand même à l'autre bout et très loin de chez moi. La Papouasie, c'est cette grande île entre l'Australie et l'Asie. D'un côté, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée, indépendante, et de l'autre côté, il y a la Papouasie occidentale, qui est une province de l'Indonésie. Et nous, on est là, à l'extrême ouest de l'île. Les habitants de la Papouasie, en tout cas à l'origine, sont les fameux Papous. Alors je vais pas vous mentir, on a beau être en ville, le dépaysement est déjà assez intense. Heureusement, Julien m'a prévu une petite session de rattrapage. Ça implique de goûter des trucs locaux. Ah, c'est dégueulasse, hein. D'apprendre à traverser les rues sans se faire écraser, d'écouter la musique locale. Natal Papua. Et les 100 meilleurs sons de 2016. Je prends les deux. Et surtout ressembler à Justin Bieber, ça fait prendre beaucoup, mais alors beaucoup de photos. Oh. Oh. Seb. Coba saya bilangin ya apa kenapa dia gitu. Bref, je vous rappelle que je suis censé partir en exploration en pleine jungle. Et évidemment, c'est pas un truc qui se fait à l'arrache comme ça. Alors pour vérifier que je suis capable d'aller au bout, l'équipe m'a prévu une sorte de test.
C'est pour ça que Christophe, le scientifique de l'expédition, a organisé une petite escapade. Et je sais pas pourquoi, mais ça sent le bourbier. J'en peux plus. C'est incroyable par contre. Y a rien qui va. On s'apprête donc à rejoindre un village papou, isolé dans les montagnes. C'est la première fois que je vais dans les montagnes de l'Arfak. Et là, je suis particulièrement impatient et même ému d'y aller parce que c'est un endroit mythique, en fait, pas que pour les naturalistes, mais aussi pour les scientifiques. Et c'est Hans, le chef de ce village, qui va nous guider jusque là-haut. Pour se rendre à Mupigunung, il faut traverser la forêt tropicale à travers les montagnes. Et tout ça sur plusieurs kilomètres. Sur le papier, ça paraissait plutôt simple, mais j'ai vite changé d'avis. Ok. Musim hujan, jadi sekitar mungkin jam 12 sudah turun hujan. Ok. Normalement, on part vers 4h du matin, mais il dit qu'en ce moment, il pleut pas mal à partir de midi. Donc on partira à 2h du matin. J'espère que t'es chaud parce que... Bah, il va falloir qu'on mange et qu'on dorme. Donc toi, c'est ta première rencontre avec la forêt tropicale, alors. La première fois que je vais mettre les pieds là-dedans, ouais. Ça va ressembler. Mais c'est bien, t'as pas l'air d'avoir peur déjà. J'ai hâte de demain en fait. J'ai hâte de dormir aussi. Il faut vraiment que je dorme un tout petit peu. Du coup voilà, ça va être assez fou. C'est vraiment une expérience de... Voilà, je suis très content, je suis très heureux. Un peu d'appréhension sur la fatigue, sur tout ça, mais c'est normal. Sinon tout le reste, trop cool. Moi je vous dis à dans quelques heures. Il est 3h du matin. On est tous en forme. Du bruit tout le monde. On a bien dormi. J'ai dormi 2 heures, mais je me sens plutôt bien. Le seul truc qui me préoccupe dans l'instant, c'est les sangsues. Non, du coup, j'essaie de minimiser les chances que les sangsues me gobent le sang, vraiment des mollets et de tout le reste du corps. Du coup, bah, t-shirt dans le pantalon, chaussettes remontées. Allez, en route. Bon, après, je te rassure, Seb, hein, les sangsues, elles vont pas te dévorer tout cru. Hein. C'est assez gentil, en fait. Je pense qu'il faut faire connaissance à un moment. Mais complètement. Je sens qu'on intrigue beaucoup les porteurs qui nous accompagnent. Mais j'arrive pas vraiment à savoir si c'est à cause de notre matériel ou parce qu'on est très lent. À la pause, il me faut goûter une spécialité locale, le durian. C'est un fruit très réputé en Indonésie. Ils en raffolent. Moi, un petit peu moins. Ces fruits ont la particularité de puer, mais genre tellement fort qu'ils sont interdits dans tous les lieux publics. C'est un petit peu leur fromage pipi, quoi. Alors, vu que je sais que vous aimez bien les précisions, ça a le goût de vomi. Au fromage. Ouais, je mangerai pas tout, c'est curieux. Je fais quoi, je le rends? Bah là, c'est très mal poli. Ah ouais? Ah ouais, faut que tu le finisses. Yes. Bon allez. Sur la route. On y va? Ouais. Ayo. Alors pour vexer personne, j'ai caché ce truc dans ma poche le temps d'une montée, et mon pantalon a pué la mort pendant une semaine. T'as vu comment ça se tient droit? Cassez-vous les sangsues. Cassez-vous. Je ne vous veux pas. Après plusieurs heures de marche, j'ai l'impression qu'on a déjà fait au moins 30 km. Mais d'après Christophe, c'est plutôt... 7-8 km peut-être. C'est tout? Ah oui, non mais c'est... Vas-y, oubliez tout ce que j'ai dit. Et genre. encore, c'est peut-être 5-6, tu vois. Ouais, mais c'est comme Ouais. ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ou alors je me plains beaucoup, quoi. Alors oui, je me plains beaucoup, mais j'aimerais me justifier sur mes propos pour avoir un peu d'empathie de votre part. Déjà, faire de la randonnée, je découvre, et c'est pas du tout mon truc. Et ça peut devenir rapidement très long quand les conditions ne sont pas idéales. C'est tellement faux cul, c'est faux. J'en ai marre. Dans une grande équipe comme ça, tu peux avoir une personne qui va avoir des peurs en fait, qui va pas réussir à les surmonter, tu vois, qui va craquer, qui va plus pouvoir avancer, ou qui... Ça peut encore arriver d'ailleurs. Ça finit plus, j'en ai marre. Regarde ça là, c'est interminable. Je vais pas vous mentir, le cardio là, ça suit plus. Hein. Putain, le Seb,
Le Seb, il est pas assez sportif. Hein. Bon, maintenant je vais vous parler de nos conditions. On a marché par 35 degrés à l'ombre, un taux d'humidité proche de 100%. Ce qui veut dire concrètement que quoi que tu fasses, tu transpires. Bien sûr, c'était uniquement de la montée, à base de roches, de boue, et tout ça avec des caméras sur moi qui me demandent tous les 100 mètres. T'es pas trop fatigué là? Moi, ça va, pleine forme. Seb, une réaction? J'ai la tête qui tourne là. Ça, j'attends. Là, tu te sens comment là? À ce moment-là, je reste poli car je suis bien élevé, mais j'ai envie de m'écrouler au sol et d'insulter la terre entière. Mais bon, j'ai pas envie de craquer non plus. Ouais, mais j'ai l'impression de marcher, de m'épuiser et de pas profiter de ce qui est autour de moi, tu vois. Je suis juste là en mode, attends, tombe pas dans les pommes, et du coup ça gâche tout, quoi. Genre. En fait, c'est un petit peu le problème de ces grandes ascensions. C'est que c'est demain qu'on va profiter, tu vois. Ouais. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça n'a pas duré 2 heures, ni 4, ni 6, mais 10 putains d'heures de marche. J'en peux plus. Je pense pas que c'était si dur. Hein. On doit tracer. Je pense qu'on a vu qu'il y a un nuage et qu'on veut pas se prendre la pluie. C'était donc la première randonnée de ma vie. Et en toute honnêteté, j'ai pas franchement aimé. J'étais pas prêt, ni physiquement, ni mentalement, ni rien du tout. Ça fait du bien. Ah, c'est bien, hein. C'est la meilleure chose qui puisse arriver là. C'est une pluie de bienvenue. Il t'offre une douche. On est tellement fatigué qu'on va s'endormir sans même avoir le temps de rencontrer les habitants du village. Mais on se couche en se disant que demain matin, on se réveillera dans un authentique village papou, et ça, c'est complètement fou. Puis regardez ce réveil. Attendez, je vais vous montrer. C'est quand même un des réveils les plus atypiques que j'ai pu faire dans ma petite vie. La tribu papou qui nous accueille s'appelle les Mondakans. Ce campement, c'est leur ancien village. Aujourd'hui, il sert à recevoir des gens comme nous qui viennent observer la nature. Alors j'avais quelques a priori sur les papous et je m'attendais pas vraiment à ça. Dans ma tête, quand on arrivait dans un village papou, c'était des huttes. Bon, c'est roots, hein. Ça, on va pas se mentir non plus. Mais on a quand même, en tout cas pour cette partie-là du voyage, des toits. Ce qui est quelque chose d'important et je pense que vous allez le voir par la suite. Je m'avance, mais en même temps, je prends pas trop de risques. On va vivre encore plus roots que ça. Alors s'il existe des tribus papous qui vivent encore traditionnellement, aujourd'hui, de plus en plus de papous vivent en ville. Ici, ils marchent pieds nus avec des machettes, mais ont tous des téléphones portables. On est donc loin des clichés. Et ce qui est marquant, c'est que le contact entre les papous et ce qu'on appelle le monde moderne a eu lieu en une génération seulement. Certains papous ont grandi sans le moindre outil en métal, et quelques années plus tard, ils prenaient l'avion. Et ça, c'est plutôt unique dans l'histoire de l'humanité. Je viens seulement de les rencontrer, et ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des gens profondément gentils, et par-dessus tout très timides. Tu t'occupes de l'ail. Je m'occupe de l'ail. Moi, je fais les tomates. Allez. Alors c'est pas de chance car je suis timide aussi. Et face à eux, t'as pas envie de faire de gaffe, quoi que ce soit d'irrespectueux. Ce qui peut créer du malaise. Tac. Et tu penses qu'il y aurait moyen qu'ils m'apprennent quelques mots en papou? Ce serait bien que... Diamao belajar bahasa lokal. Kalau selamat pagi apa? Di sini juga ada seperti itu. Acem. Acemca Beauty. Kalau selamat siang, Achencha Beauty. Acem- Et le tout simple, comment ça va? Kalau apa kabar? Acemo. Atiemo. Ya. Atiemo? Je propose qu'on retienne celui-là plutôt. Pour les retenir, ça va être compliqué. Ah ouais, Demain, il y a ouais. interrogation, ça va être chaud. La forêt qui entoure le village est pleine d'animaux sauvages. Et il y en a un en particulier qui m'intrigue. On va pouvoir voir des kangourous arboricoles. C'est très cool, c'est très mignon. Et puis c'est surtout assez rare. Et les papous savent et connaissent des spots. En fait, ils connaissent par cœur la forêt, quoi. Alors, je préfère vous prévenir, quand on parle de forêt,
ici, c'est un autre niveau. Dites-vous que cette forêt n'a jamais été coupée ni exploitée par l'homme. C'est ce qu'on appelle une forêt primaire. Elle est là depuis des millions d'années. Et quand tu te retrouves ici, t'as vite l'impression d'être dans Jurassic Park. Et justement, le boulot de Christophe, c'est d'étudier les dinosaures. Ou plutôt leur descendance. Un des enjeux pour moi, c'est déjà de comprendre comment se forment les espèces. Comment une espèce ancestrale donne naissance à plusieurs espèces filles, si tu veux, au cours de l'histoire. Par exemple, les groupes d'oiseaux qui sont endémiques, comme on dit, de la Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire on ne les trouve qu'en Nouvelle-Guinée, nulle part ailleurs, d'où ils viennent en fait. Et pour ça, il faut connaître les cris et les chants de chaque oiseau. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Par exemple, là, ce qu'on entend. Ouais, Je là, propose qu'on fasse un tout petit silence. on entend un loriot. C'est fou ça, c'est fou de pouvoir... Oui, mais bon, la plupart des oiseaux se trouvent à la cime des arbres, Ouais. à 20 ou 30 mètres de hauteur. Si tu veux étudier les oiseaux, c'est absolument nécessaire d'apprendre leurs cris, leurs chants. Comment ça t'est venu, toi, cette passion pour les oiseaux? Ouais, c'est une passion d'enfance, quoi. Mais moi, ça m'arrive parfois, tu sais, je suis un peu... Je sais pas, je me sens pas en forme, limite déprimé. Je prends ma paire de jumelles, je vais me balader, j'observe quelques oiseaux. J'ai déjà vu 1 millier de fois, mais ils font jamais la même chose. Et puis, de voir toute cette vie et tout, ça me redonne la pêche. Et moi aussi, ça me redonne la pêche. Négatif. Mais j'avoue qu'on m'avait parlé de kangourous arboricoles, alors j'ai qu'une hâte, c'est d'aller en voir. Hans a envoyé des pisteurs pour tenter de les localiser. Et après plusieurs heures de marche, C'est ici là? Ah oui là. Ah oui, Tu vois la tête là? oui, là, Ouais. je le vois, très bien. Super. Ça fait bizarre de voir ce genre d'animaux comme ça, Ah bah, c'est atypiques, en pleine nature. C'est complètement étonnant de voir un kangourou dans un arbre déjà, pour commencer. C'est vrai que c'est pas... Super. c'est une chance de fou d'en voir de ses propres yeux. C'est une espèce qui vit exclusivement dans cette région du monde, uniquement dans ces montagnes, et qui est malheureusement menacée d'extinction. C'est incroyable par contre. On va l'appeler Gilles. Je trouve ça juste dingue de pouvoir observer les animaux de cette manière dans leur habitat naturel. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça là? Quand je vois ce genre de choses, j'ai l'impression que des fois c'est même peut-être un peu faux. Genre, c'est des animaux fantastiques, des animaux créés. Comme les mi-scorpions, mi-araignées, mi-sauterelles. Il y a des hybrides d'animaux, je ne comprends pas. Mais ça me fascine, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est des Pokémon. Il y a une guêpe sur ma caméra qui est juste à côté de ma poignée. Je suis pas ton pote, hein. Je suis pas ton pote, tu vas te calmer. Et forcément, à un moment donné, je me suis dit, et si on découvrait une nouvelle espèce? Et vous n'allez pas le croire, mais au cœur de la forêt, nous avons fait une découverte incroyable. Une espèce inconnue, absolument unique au monde. C'est quoi ça, attends? Ça. Mais ouais. Si tu cherches de nouvelles espèces, Ouais. c'est plutôt Vers les les petites insectes. choses qu'il faut. C'est vers les petites choses qu'il faut que tu te tournes, pas vers les grosses. Il y a de bonnes chances, il y a de grandes chances même, que là, on ait sous nos yeux une espèce qui n'a peut-être jamais été décrite. Et on pourrait l'appeler, je sais pas. La moustache, le duvet. Ce qu'il faut savoir, c'est que les forêts primaires disparaissent un peu partout dans le monde, et donc beaucoup d'espèces sont menacées. On peut dire qu'ici, c'est un véritable sanctuaire naturel. Et Hans et les villageois le savent bien. Alors plutôt que de vendre leurs forêts aux compagnies minières, forestières ou aux plantations d'huile de palme, Hans lui développe l'économie de son village en accueillant les curieux comme nous qui viennent observer la nature.
C'est ce qu'on appelle l'écotourisme. Bravo. C'est assez impressionnant de se retrouver là. Alors vous allez dire que je me répète, mais je flippe toujours de dire une connerie ou de faire un truc qui se fait pas. Je sais pas si c'est une question qu'on peut poser ça, mais ils ont pas peur pour leur forêt. Kita takut untuk tebang hutan habis. Ya, Karena tebang hutan habis mendatangkan kecelakaan. Karena yang pertama, masyarakat lokal hidup hanya bersama dengan hutan. Mereka cari obat tradisional di hutan. Cari kulit kayu yang seperti rumah tradisional di hutan. Lautan untuk diikat di hutan. Kayu buah semua di hutan. Akhirnya masyarakat pegunungan Arfak, mereka hidup bersama hutan. Jadi memang hutan kita panggil adalah ibu mereka. Ya. Ini untuk apa ini? Jadi kalau seandainya masyarakat di sini ada yang meninggal, kasih informasi ke gunung yang sebelah di sana, masyarakat yang di sana harus pakai itu. oh, kalau ada orang meninggal ya? Iya. Oke. Yes. See you. En prévision de ce genre de rencontre, je voulais pas venir les mains vides. Mais comme j'étais speed avant le départ et que je manquais d'idées, j'ai pris ce qui me restait dans le frigo. Saucisson. Di Francis kita bilang, le saucisson, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, enak. Il n'y a pas plus convivial que du flard. C'est vraiment- Pagi-pagi. Et coup de chance, Satu. je crois qu'ils ont bien aimé. Untuk mereka tempat Pendant le yang dîner, Hans nous raconte qu'un des villageois est capable d'imiter le cri d'un animal mystérieux, pisang itu akan qui ne sort que la nuit et qui s'appelle le couscous. Alors ça me fait rire parce que je suis peu mature, mais en même temps, ça me donne encore plus envie de voir. Et vous allez pas regretter quand vous allez le voir tout à l'heure. Allons-y. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on part avec toute l'équipe en pleine nuit et en plein milieu de la forêt pour appeler le fameux couscous. Alors oui, c'est avec ce cri qu'il est censé l'appeler. 20 minutes plus tard, aucune trace de couscous, alors on décide d'aller à un autre spot. La forêt c'est grand, et il peut être n'importe où, et on recommence. Encore 20 minutes plus tard, toujours aucun couscous en vue. On lâche pas l'affaire, on remarche 100 mètres plus loin, et on recommence. Toujours pas de couscous, et on recommence. Là, ça fait 1 heure qu'on est dans le noir, au milieu de la forêt, à attendre un truc qui peut-être ne viendra jamais. Peut-être qu'il dort. J'en sais rien. On décide de faire demi-tour et de retourner au camp. Les papous ont un code d'honneur très fort, et ils ont pas envie de nous décevoir. C'est pas grave, on retentera demain. Et là, pendant le trajet, on entend un des papous crier à travers la forêt. On se précipite au village et il se trouve qu'un papou a marché sur un python ou a manqué de marcher dessus. Du coup, ils l'ont attrapé. Alors, c'est pas un couscous, Mais il est beau quand même, hein. C'est très joli. Hein. mais c'est une belle bête. Incroyable. Mais à peine le temps de se poser qu'on entend Les gars, réaction, il a eu le couscous. C'est une blague. Ça, c'est des choses qu'on voit à la télé, quoi. Ça existe pas en vrai. Mais pour les gens, bah, ils continuent de voir ça à la télé, quoi. Mais moi, pour moi, c'est un truc de la télé, mais c'est vrai. Bref, avançons. On retrouve enfin Hans qui a vu le couscous, mais qui l'a perdu de vue. Mais putain, ça n'a aucun sens. Je suis dégoûté, mais je ris nerveusement. Y a rien qui va. 15 minutes plus tard, les papous le repèrent finalement à la cime d'un arbre. Et là, tout bascule. L'un des deux papous commence à découper l'arbre dans lequel il y a le couscous. On lui dit d'arrêter, mais De toute façon, il s'écoute plus vraiment, alors. à ce moment-là, on est complètement gêné. Et en même temps, on peut pas faire demi-tour, car on sait pas où on est. Et puis, c'est leur forêt, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, voilà. Ça fait 2h30 qu'on court après un couscous. Je n'ai aucune putain d'idée de ce que c'est, et on va enfin le voir. Quelle délivrance. Quelle aventure. Alors vous allez me dire tout ça pour ça?
Au bout du compte, la réelle morale que j'en tire, c'est que si un papou fait une promesse et qu'il te dit qu'il va te montrer un couscous, il te montrera un couscous. Alors oui, tout ça pour ça. Au moment de quitter le village, les papous nous font une petite cérémonie surprise. Et c'est hyper touchant. Il faut savoir que tous les couplets de ce chant traditionnel sont improvisés. Ils racontent leur quotidien, la forêt et leur vie en général. Et ce qui est particulièrement touchant dans l'instant, c'est qu'ils y ont rajouté un couplet sur notre visite dans le village. Bon après, je suis pas sûr de ce qu'ils racontent. Peut-être même qu'ils se foutent de ma gueule. J'en sais rien. Grâce à cette expérience, je me suis rendu compte que j'avais réussi à tisser des liens avec des gens avec qui je n'ai échangé que quelques mots. Le strict minimum. Tout nous opposait, et pourtant une chose est sûre, c'est que je vais me souvenir longtemps de cette rencontre avec ces papous. L'aventure ne fait que commencer, et j'ai pourtant l'impression d'avoir déjà vécu tellement de choses. Et puis bon, l'objectif c'était aussi de prouver aux autres et à moi-même que j'étais prêt à partir au fin fond de la jungle sans problème. Et je crois que je suis prêt. Je me casse. Ah, j'ai un frisson. Ne bouge pas, ne bouge pas. Enfin, je crois. Il est temps maintenant de redescendre. Vous vous souvenez de l'allée, je vous la refais pas. De retour en ville, on doit retrouver les spéléologues de l'équipe pour faire le point sur notre expédition. Mais avant ça, j'ai qu'une obsession. Touché, oh là là, je sens le vestiaire. C'est un truc, mais vraiment quoi, vous voulez pas sentir, c'est fou. Bon, premier imprévu, Bruno et Didier ne sont pas au rendez-vous. Ils sont encore en repérage. Et ça a l'air plutôt galère. Je vous explique. Grâce aux images satellites, Bruno et Didier ont déterminé une zone d'exploration où ils pensent avoir repéré des grottes. Sauf qu'une fois sur le terrain, c'est tout de suite plus compliqué. Il faut trouver des pirogues, un guide et surtout trouver la bonne rivière parmi des centaines. De notre côté, on décide de les rejoindre, mais par la mer. Ok, c'est vrai, ça fait un bon détour. Mais bon, faire du bateau, c'est quand même cool. Putain, ça déboîte quand même. Et quand, en plus, le bateau passe par les îles Rajampat, là ça devient carrément dingue. Ouais la vache. Ah ouais. Oh là 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 là. J'en fais pas des caisses, hein, je vous jure. Vous êtes prêts ? Quel cadre! Ouais, c'est cool. Il y a moins de moustiques en plus. Il y a moins de moustiques. Mais C'est l'un des derniers paradis sur Terre. Ouais. Julien a navigué dans la région pendant près de 10 ans. Il connaît ces îles comme sa poche. ça ressemble à Biscarrosse, mais en 2 millions fois mieux. C'est indescriptible, genre. Regarde ça. Ces îles sont connues pour faire partie des plus beaux spots de plongée au monde. Donc je peux pas louper ça. Je suis trop content parce que c'est un truc vraiment depuis que je suis tout minot que je voulais faire de la plongée. Et comme si là, je pouvais tenter là, ça va être ce rêve, cette expérience et tout. Il n'y a pas meilleur endroit au monde pour faire ça. On va en prendre plein les yeux. Trop bien. Il suffit de mettre la tête sous l'eau pour entrer dans un monde complètement féerique. On est dans ce qu'on appelle le triangle de corail. On est entouré de plus de 600 espèces de coraux et plus de 1500 espèces de poissons. C'est
c'est une région tellement importante pour la biodiversité que c'est une aire marine qui est protégée. Et dans ces îles, il y a un autre truc que j'aimerais vous montrer. C'est ce lac marin. Et celui-ci est un tout petit peu particulier. Alors, je sais que vous vous posez la question, et non, heureusement elle ne pique pas. En fait, toutes ces petites méduses se sont fait piéger dans ce lac il y a de ça 12 000 ans. Et en l'absence de prédateurs, elles ont pu se reproduire, évoluer et proliférer par millions sans la moindre gêne. Du coup, avec le temps, elles ont perdu leurs moyens de défense. Il est bon, le petit. Spectaculaire. Super La prescaille partout. Bon, mais c'est bon ça. Bon bah baptisé. Yes, baptisé. T'as même pas assez de temps pour tout voir quoi. Tellement il y a de choses, c'est ça qui est génial. Alors, je sais pas si j'ai le pied marin, mais après plusieurs jours de navigation, j'ai bien pris le rythme. Faut dire qu'on est quand même beaucoup plus confort que dans la montagne. Enfin, ça se discute. J'avais un peu peur d'être malade ou d'avoir envie de vomir. En fait, j'ai compris ce que ça voulait dire la houle. Si tu focalises dessus, tu vois que ça et c'est relou. Mais dès que tu t'endors et tout, ça passe en fait. En chemin, on croise plusieurs bateaux assez ouf, couverts de lumière. Ce sont des bateaux de pêche. Et on les appelle les baganes. Et je vais vous dire un secret, moi j'aime bien la pêche. Oui, je sais et j'assume, mon père m'y a initié quand j'étais gamin et j'ai jamais arrêté d'aimer ça depuis. Alors forcément, j'insiste pour aller en voir un. Bon, je voyais ça simple, mais en fait, non. D'abord, il faut attendre la nuit. Ensuite, il faut trouver un bagane qui accepte de nous faire monter à bord. Ils reprendront la pêche à 3h du mat. Et comme si ça suffisait pas, il faut y être en même temps que les poissons, ce qui dépend des courants et de la marée. Après plusieurs tentatives ratées, on décide de faire une dernière mission en pleine nuit. Coup de bol, après quelques négos, le capitaine accepte de nous faire monter. Salamat madame. Madame. Ah ouais, faut être. Donc ici, ils pêchent quoi? Ils pêchent des petits pélagiques. Ouais. Ce que tu retrouves, tu sais, en friture ou en poisson séché. Donc là, ils descendent les filets, ils allument toutes les lumières et petit à petit, ils vont éteindre de l'extérieur Pour attirer vers tout. l'intérieur. Voilà. Donc c'est l'appât. Ça va rassembler le poisson au milieu du bateau. Et après, ils les remontent sur les côtés, tu vois, Ouais. et du coup, ils sont piégés. Ok. Nice to meet you. Yuda. Yuda. Sudah berapa bulan di sini? Saya, ça fait presque un an qu'ils sont pas rentrés chez eux, là. Tu vois qu'ils sont là. Ah ouais? Ce bateau. Putain, c'est long là. Et c'est des bateaux qui viennent récupérer les poissons au fur et à mesure. D'accord. Par contre, c'est faut de la patience. C'est de La patience, c'est un rythme de vie parce que finalement, ils travaillent la nuit et ils dorment le jour. Et t'as vu sur le bateau, c'est pas évident de dormir le jour en plein cagnard dans leur petite cahute là, il doit faire c'est bien vrai chaud. que c'est. Ah, regarde les poissons, ils arrivent. On les voit déjà. Alors, je vais pas vous mentir, à la base j'étais assez sceptique. Pour moi, la pêche sportive avait du sens, tandis que la pêche au filet, aucun. Il est grand. Il est immense. Alors je sais pas ce qui m'a pris, mais de les voir faire, ça m'a donné envie d'essayer. Ah, on est obligé de monter dessus là. Oui, ils font ça tout seul. Oh. Tu m'étonnes qu'ils sont stock.
Sur ce bagan, on a eu le droit au même accueil et à la même gentillesse que chez les Papous. Et si pour eux c'est qu'une journée de plus, pour nous, c'est le moment de lever l'ancre. Avec ce détour dans les Rajampat, c'est comme si j'avais réalisé un rêve de gosse de plus, sans faire exprès. Et qu'en fait la réalité était 1000 fois mieux que tout ce que j'avais pu imaginer. Entre la montagne, les îles, moi j'ai déjà l'impression d'être parti depuis des mois et d'avoir réussi mon pari. Je pourrais rentrer maintenant, que ce serait déjà une aventure exceptionnelle. À un petit détail près, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. De retour des îles, c'est direct la réunion de crise avec Bruno et Didier, les spéléologues. À cause de notre détour en bateau, on va clairement manquer de temps pour notre expédition dans la jungle. Et c'est un vrai problème, car en pleine jungle, trouver une grotte, ça se fait pas comme ça. Sur les images satellites, Bruno a repéré une rivière qui s'arrête brusquement au pied de ce massif. Et ça, c'est un indice qu'il y a sûrement des galeries souterraines dans le coin, et donc des grottes. Mais il n'y a qu'un moyen de les trouver, se rendre sur place et explorer la zone. L'idée, c'est donc de partir dès le lendemain pour rejoindre un village où nous attendent 2 pirogues. En chemin, je trouve que Julien a l'air assez stressé. Et moi, c'est plutôt l'inverse. Disons que je commence à m'habituer. Arrivé au village où sont censés nous attendre les pirogues, je comprends mieux pourquoi Julien s'inquiétait. Il en manque une. En attendant, je décide quand même d'aller voir à quoi ça ressemble. Et c'est pas du tout rassurant. T'as vu la taille? On va couler, hein. On a trop d'objets. Regarde la taille des trucs. Hein? Si, c'est ça. Ok, donc là, on doit remonter une 60aine de kilomètres de rivière sur ça. C'est pas moi qui conduis, hein, mais... Normalement c'est bon, Ouais. mais le chauffeur de cette pirogue est encore à Sorong, donc il arrive en mobilette, ça va prendre peut-être 1h30. On va y arriver, hein, c'est aussi ça l'aventure, quoi. Ouais, bah c'est les imprévus. Voilà, disons que ils sont beaucoup moins au fait du temps, du timing, d'être à l'heure que nous, quoi. Faut pas leur en vouloir. Alors on attend. Genre longtemps. Et quand enfin le capitaine de la deuxième pirogue arrive, on se rend compte qu'il veut nous faire payer pour sa pirogue, qu'on a déjà payé, étant donné que c'est la même. Putain, je dis mais les gars, mais sans déconner, quoi. Attends, c'était la même? Le mec il va trouver une pirogue, mais c'est ça qu'on a déjà loué. Et apparemment, c'est une technique, une douille d'ici, où il fait exprès de pas venir, pour qu'il y en ait un autre qui dise ah, mais moi, si vous voulez, j'ai une pirogue. Par contre, ça coûte cher. Alors on a payé pour une 3e pirogue. Du coup, on a enfin eu la 2e, et on était prêt à partir. Ça y est, on y est. Après tout ce temps, on part enfin vers l'inconnu. D'être ici, c'est déjà incroyable en fait. Hein. J'ai vraiment l'impression d'être dans les films d'aventure que je regardais quand j'étais petit. Même les papous, on sait même pas s'ils viennent ici, quoi. S'imaginer être dans un endroit tellement reculé qu'aucun homme n'y a jamais mis les pieds, c'était inconcevable dans ma tête. Après 6 ou 7 heures de pirogue,
la rivière rétrécit jusqu'à disparaître complètement sous la roche. Impossible d'aller plus loin, on est donc arrivé à destination. Francis, tu m'avais parlé de camping. Y a pas de camping? On s'apprête donc à passer une semaine à camper dans cette jungle. C'est jurassique. Et maintenant qu'on y est, c'est trop tard pour reculer. Bon bah allons-y quoi. T'as déjà manié la machette? Bah très peu quoi, genre... Moi j'ai un couteau à table quoi. D'ailleurs, je vous ai pas encore présenté Bruno. Bruno, c'est le mec que t'aimerais avoir avec toi au fin fond de la jungle. Disons que ça tombe bien. Sa passion, c'est la spéléologie. Descendre sous terre le plus profond possible et explorer les tunnels, les cavités, tout ce genre de trucs. Et bien sûr, il aime faire ça dans les coins les plus reculés de la planète. Sinon, ce serait trop facile. Ah là c'est une to the fucking wild. Y a pas plus wild. On est d'accord? Ah oui, parce que là, il n'y a aucun sentier. Hein. Oh là là. Là, on est vraiment en exploration. Mais pas le temps de visiter. Le premier truc à faire, c'est monter le campement avant la tombée de la nuit. Faut que chacun choisisse l'endroit où il veut faire son campement perso. Ouais, super. Non, puis il y a des places, c'est évident quoi. J'essaie de trouver 2 petits arbres là, un petit peu stylés. Ah là là, ça va pas du tout être bien pour dormir. Mais putain, il y a déjà des bestioles partout. Oh là là, 5 jours. C'est clair, moi je prends les deux petits. Ouais. Ça c'est un aussi. Et voilà. Le bois était pourri. C'est bon ça. Au bout de 2 heures, j'ai enfin un endroit à moi à peu près confortable. Je crois qu'on est pas mal là. Il y a déjà des sangsues partout, des araignées, plein de trucs qui dégoûtent. C'est infesté de lianes, mais vraiment de merde, qui ont des épines, ça s'appelle du rotin. Il y en a partout quoi. Laisse-moi passer. Peu importe la matière de tes vêtements, ça s'accroche. Et si c'est pas tes vêtements, c'est ta peau. Ça te fait des égratignures dans tous les sens. C'est hyper chiant. Une fois le montage du camp terminé, je décide d'explorer un peu les alentours. Ok, il y a de la belle feuille là-bas. Je vais essayer juste d'avoir un maximum de ce type de feuilles. Et ça fera très bien l'affaire. Alors je vous explique. Je voulais des feuilles géantes pour pouvoir poser mes affaires sur autre chose que de la boue. Et donc je suis parti seul dans la jungle avec ma caméra. Putain, c'est la nuit qui tombe là. T'entends toute la forêt qui se réveille. Pourquoi je suis allé si loin? Ok les gars, il y a un truc qui marche. J'ai vu un truc genre taille de chien quoi. Putain, j'ai pas mes lunettes. Ok, je me casse d'ici. Je me casse. Toute la forêt qui s'excite. Moi, je fabule vite. Hein. Et je vous le dis, moi, je suis peureux, hein, les gars. Ok, non, je vois une bâche là-bas. Je vois une lumière. C'est bon, on est bon. Alors c'est pas pour dramatiser si je vous raconte tout ça. C'est simplement que ça m'a servi de piqûre de rappel. Au fond de la jungle, t'es pas chez toi. Écoute, moi je suis bien content d'être là quand même. Ah bah oui, attends, on est mieux là qu'au village. Hein. Ici, le silence n'existe pas. Écoute, tu vas écouter toute la nuit les grillons, les grenouilles, les oiseaux. Ça va trop bien. Lui. Ça, c'est à 4h du matin. Et dormir dans un hamac moustiquaire, avec 100% d'humidité, sous 35 degrés, il fallait en plus que ce soit bruyant. Oh là là, je sais pas si je vais bien dormir. Hein.
Makassi Eddie. Wow, Eddie le boss. Ça c'est la carte. Bon, alors là on va dire que si déjà on a 900 mètres ici, on a 1,5 km ici, ça fait 2,4 km. Vu le temps qui nous est imparti sur le projet, je suis pas sûr qu'on puisse arriver jusqu'à l'objectif numéro 3. Il y a de l'escalade un peu là. Ouais, je sais pas, peut-être, je sais pas, là on verra, c'est un peu l'inconnu hein, pour nous. Vas-y, bah c'est... On va aller voir ça. En fait, quand on dit le mot exploration, on ne pense pas vraiment à ce que ça veut dire. Maintenant, je sais. Ça consiste à marcher longtemps à travers la forêt pour atteindre des points GPS introuvables. Et dans cette forêt, on progresse lentement, très lentement, en taillant le chemin à la machette et en marquant les arbres pour ne pas se perdre. Tu m'étonnes que personne vient ici quoi. Et donc ça monte, ça descend, ça monte encore. On se perd. On attend pour descendre, ça plus facile. On rebrousse chemin. 4 heures aller, 4 heures retour. Et le plus souvent pour rentrer, avec rien. Mais tout ça, c'est sans compter sur notre coup de chance du dernier jour. C'est chaud. Voilà, attends, pause. Avant ça, laissez-moi vous raconter un petit peu le quotidien de la vie en pleine jungle. Au début, ce que je me demandais surtout, c'était combien de temps je vais tenir ici. T'es loin de tout. T'es loin de chez toi, loin de tes proches, loin des hommes, et avec cette drôle d'impression de vivre hors du temps. Après, ce qui est cool, c'est que ça te permet de tisser des liens super forts. Là ça va chier là. Bah allez. Et puis on prend du recul sur des choses sur lesquelles on ne s'arrête pas d'habitude. Comme un retour à l'essentiel. Se doucher. Ça se remplit petit à petit. Ou boire de l'eau. Donc là, faut pas boire ça. Tu bois ça, t'es malade. Nous allons pomper l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On boit et puis on fait attention quoi. Je vais fabriquer un petit banc pour s'asseoir. Parce que dans la forêt, à part t'asseoir sur un caillou, une racine ou des feuilles dégueulasses, t'as pas grand chose. Et donc du coup, ce petit banc là est vraiment très très confort. Yes, il y a des dinosaures. Bon, après le quotidien, c'est aussi la cohabitation avec les sangsues. Ne bouge pas, ne bouge pas. Je bouge pas, juste. La sangsue soit bleue, Gary. Ouais, je crois qu'il va falloir sortir le briquet. Ah non, ça y est. Non, c'est bon. Tu l'as vu? Ouais. J'étais là en mode mon étiquette de chemise, elle est vachement gluante. Mais le pire, ça reste toutes ces petites bestioles qui viennent pondre des œufs sous ta peau et qui te rendent fou tellement ça gratte. Mais quand je vous dis que ça gratte, ça gratte. Oh. Et encore, tout ça on accepte. On joue le jeu, c'est ok. Mais lors de la 3e nuit, je crois que j'ai jamais autant flippé de ma vie. Qu'est-ce que tu fais? En fait, en pleine nuit, il se met à gueuler, mais... Enfin, à hurler. Du coup, on a tous eu très peur aussi. On a tous cru des choses différentes. Qu'on se faisait attaquer, que... En fait, l'histoire, c'est qu'un des papous qui nous accompagne s'est fait attaquer en pleine nuit pendant qu'il dormait au sol. Il a senti des griffes sur son ventre, parce qu'il y a des bestioles. On entend des bestioles des fois passer sous nos hamacs et tout la nuit. Du coup, bah, c'est carrément route. Alors, pour essayer de repérer l'animal en question, Christophe a mis des caméras pièges autour du campement. Attends. Ouais. Donc il a mis des petits fruits en bas des caméras. Et normalement c'est fait pour attirer les animaux, donc on va aller voir si ça a capturé quelque chose. Donc lui, midi 2. Ouais. Ah, si, il y a un truc à droite, passer, ouais. Oh, on dirait un kangourou ou un ouais, un cerf, marsupio, ouais. Ouais. Peut-être un kangourou. Ça marche à 4 pattes. Alors, si c'est ça notre bête sauvage, c'est hyper décevant. En fait, c'est Gilles. Bon, niveau exploration, les grottes sont toujours introuvables. Yes. Ah, j'ai chaud là. Pouah, c'est terrible. Hein. Là, j'en peux plus. Genre vraiment, genre. Là, je comprends qu'on aime, hein. C'est beau, le cadre c'est bien et tout, mais
Ah, marcher autant juste pour opérer, moi, ça me tue, quoi. Ça me tue en deux. Plusieurs fois, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fous là? Ok, je voulais tester la vie d'aventurier, certes. Mais ça va, c'est bon, j'ai eu ma dose. Ça fait des jours qu'on cherche et qu'on trouve rien dans cette foutue jungle. Yes. Et à un moment donné, t'en peux plus. Ou alors, je suis juste pas fait pour ça. Mais voilà, je me suis fait une promesse, et maintenant il s'agit de la tenir. De leur côté, Bruno et Didier s'accrochent et veulent tester un dernier itinéraire à travers la forêt. Allez, c'est parti. Allez, hop. Et j'ai pas envie de les décevoir. Alors qu'on progresse sur une sorte d'arête rocheuse, Bruno pense avoir repéré quelque chose. Ah, on dirait qu'il y a un trou là-bas. Belle entrée là. Hein. Ah ouais, le trou là-bas? Tu vois pas? On va voir si on peut descendre. Hein. Apparemment par là ça devrait aller, mais à la suite je sais pas. On va peut-être descendre avec des cordes, mais déjà au moins le voir là. Ce gouffre n'était pas visible sur les images satellites. Le problème, c'est qu'il y a au moins 40 mètres de parois verticales pour y accéder. Ce qui veut dire s'équiper, installer les cordes, descendre, remonter en rappel. Et donc, apprendre à faire du rappel. C'est bon, ben là tu es prêt à descendre. Regarde, ta corde tu la mets là, tu la tiens bien fermement, le pouce ici, jamais lâcher, et tu descends tranquillement. Là, tout se joue à ma main. Si je lâche ma main, je tombe là. Ouais, mais on t'assurera si t'es pas à l'aise. Voilà. Bien, voilà, les pieds écartés. D'abord je descends un peu les fesses, ensuite les pieds. C'est hyper stylé. Je redeviens un enfant là. C'est un remake de Lost là qu'on fait là, c'est pas plus. Ah c'est stylé hein. La vache. T'entends? Ce qui est super impressionnant, c'est d'entendre ces cris stridents sans savoir ce que c'est. On dirait des sorcières. Waouh! Des chauves-souris partout, de toutes les tailles, et qui volent dans tous les sens. Il y a des milliers de yeux rouges qui te regardent comme ça, c'est horrible. Et en même temps, je trouve ça très très stylé. Parce qu'on est en sécurité, entre guillemets. On craint rien là, les gars. Eh Seb, Ouais, j'arrive. t'en as une belle là, tiens. Qui là? Ah, j'ai un frisson. C'est juste incroyable de découvrir un endroit pareil. T'as l'impression de sortir de la réalité et d'entrer dans un conte fantastique. À peine le temps de me remettre de mes émotions que Bruno et Didier repèrent quelque chose d'inhabituel sur une des parois. Il y a encore un truc plus étonnant, je vais voir. Il y a quoi? Et après, il y a le rond. Comme des dessins. Donc il faut venir éclairer là. Attends, il y a des dessins. Regarde, tu vois là, ici, éclaire bien de profil, c'est ça, c'est. Alors voilà, on est sur un truc. Oui. Regarde celui-là. Cette forme là, vous voyez? Il y en a partout, il y a une autre spirale ici. Un rond spirale, une très grande spirale. Là aussi, c'est des gravures. Tiens, tu les as en forme de flèche, tu vois. Là, il y a des flèches, ouais. Enfin, c'est la plus. Pour te dire qu'on n'est pas les premiers à venir ici, quoi. Il y a eu des gens qui sont venus, alors, je sais pas quand, il y a 2 000 à 3 000 ans peut-être. Hein.
Comme ça. Ça vaudrait le coup de répertorier les formes de dessin, tu vois, sur un croquis. Tu sais que ça, ce qu'on vient de découvrir, c'est... je sais pas, peut-être des nouvelles figures. Mais c'est incroyable. Et ça, tu réalises. Ça c'est fou ça. Mais là, vous avez vu qu'il y a une croix. Non, je me rends pas compte. C'est fou, je me rends pas compte, j'ai pas le recul, c'est incroyable. Ça a peut-être des milliers d'années là. Et personne n'est venu là depuis. Incroyable. Vu la forme des gravures, ça ne peut être que d'origine humaine. Mais de quelle époque? Les humains d'il y a 2000 ans ou ceux d'il y a 40 000 ans? Oh, superbe, hein. C'est quand même incroyable. Ouais. C'est ça, parce que ce que tu fais là, il n'y en a pas beaucoup en France qui l'ont fait, des spéléos, je parle. Hein. Honnêtement, hein. C'est quand même assez exceptionnel. Hein. Ouais. Mais on a peut-être découvert des traces humaines datant de plusieurs milliers d'années dans une grotte qui est accessible qu'en rappel, quoi. Genre personne ne vient là. Les Papous sont sur cette île depuis 50 000 ans, je crois. Ça a potentiellement, je sais pas, 40 000 ans. C'est peut-être des hommes qui étaient là il y a des milliers d'années, qui ont gravé ces trucs, ça avait une signification pour eux. Enfin, vous vous rendez compte, le truc de fou. Tu découvres une grotte avec des traces humaines qui peuvent faire avancer je ne sais quoi. Mais en tout cas, les faits sont là et c'est incroyable. C'est fort en émotion. Et en fait, ça me bouleverse plus que me procure beaucoup d'émotions. Je suis déstabilisé. D'après les premières analyses des archéologues à qui on a envoyé ces photos, il s'agirait de symboles d'ordre chamanique datant d'au moins 15 000 ans. Et c'est une hypothèse très plausible, étant donné que dans cette région du monde, on a déjà retrouvé certaines traces de vie humaine datant d'au moins 40 000 ans. C'est une découverte tellement incroyable que des archéologues mettent déjà en place une expédition pour explorer les lieux l'année prochaine. Attention à l'arbre qui peut tomber. Et c'est avec des étoiles plein les yeux que cette aventure se termine. Et maintenant on attend, en espérant grandement que le monsieur va venir en fait, avec d'autres pirogues. Mais il va venir de toute façon. Hein? Si j'ai appris un truc au cours de cette aventure, c'est que l'aventure est synonyme d'imprévu. Et ce qui est sûr, c'est que je viens de vivre l'expérience la plus intense de ma vie. Physiquement, humainement et émotionnellement. Je voulais absolument ramener un souvenir de tout ça. Mais je savais pas trop quoi. Et finalement, on a eu une idée avec Julien. Ça va chatouiller un peu, je te laisse. En me marquant la peau avec un de ces symboles qu'on a découvert dans la grotte, je me fais tatouer bien plus que ça. J'en peux plus. Papua. Nice to meet you. Je me tatoue cette expérience. Ah ben... T'entends? Ces lieux. Ces rencontres. Ces émotions. Mais surtout, je me tatoue un rêve d'enfant que j'ai enfin réalisé. C'est ça l'aventure. Vivre la vraie aventure.